La voix de son père, Marc Rochant, avait claqué comme un coup de fouet dans le salon aux meubles sombres et sévères. Juliette, je te l'interdis formellement. Tu n'assisteras pas à la remise de diplôme de ta sœur. Est-ce bien clair? Les mots, précis, froids, ne laissaient aucune place à la discussion. Juliette avait encaissé, le dos droit, fixant un point invisible derrière l'épaule massive de cet homme qui dictait sa vie depuis toujours. Pas un mot en retour. À quoi bon? La sentence était tombée, irrévocable, comme toutes les décisions paternelles qui la concernaient. Elle se réfugia dans le silence de sa chambre, un sanctuaire aux murs couverts de croquis à la mine de plomb et de taches de couleur vive, ses seules rébellions tolérées, car invisibles aux yeux du monde, surtout, aux siens. La remise de diplôme de Camille. Sa petite sœur, la brillante, la conforme, celle qui suivait la voie tracée avec une facilité déconcertante. Juliette l'aimait, bien sûr, d'un amour complexe, teinté d'une pointe d'envie pour cette approbation paternelle qu'elle-même n'avait jamais connue. Être privée de ce moment, c'était une nouvelle gifle, une de plus dans la longue liste des rejets. Son père ne la jugeait pas digne de partager cet instant de fierté familiale. La raison? Toujours la même, cette ombre qui planait sur elle depuis 5 ans, l'incident. Un frisson désagréable la parcourut. Elle avait 19 ans à l'époque. Un choix. Un seul. Celui de refuser la voie honorable qu'il avait choisie pour elle, un mariage arrangé avec le fils d'un de ses partenaires en affaires, censé consolider un empire Rochant déjà bien établi. Elle avait dit non. Un non calme mais ferme, motivé par ce feu sacré qui brûlait en elle, cette passion dévorante pour l'art, pour la création, qu'il considérait comme une lubie indigne, une perte de temps. Ce refus avait été perçu comme une trahison, une insulte à son autorité, une tache sur l'honneur immaculé des Rochant. Depuis, elle était devenue le paria, celle qui avait osé défier le patriarche. Mais cette fois, quelque chose en elle se fissurait. Une fatigue immense de toujours courber l'échine, doublée d'une colère sourde qui montait, inexorablement. Camille méritait qu'elle soit là. Et elle, Juliette, méritait de voir sa sœur triompher, ne serait-ce que depuis le fond de la salle, anonyme parmi la foule. La décision s'imposa, non comme un acte de défi spectaculaire, mais comme une nécessité intérieure, un murmure de rébellion qui devenait enfin audible. Elle irait. Dans les jours qui suivirent, elle prépara son expédition clandestine avec la minutie d'un stratège. Elle repéra les horaires, étudia le plan de l'amphithéâtre universitaire, choisit une tenue discrète, sombre, pour se fondre dans le décor. Chaque soir, avant de s'endormir, elle visualisait la scène, son cœur battant à l'idée d'enfreindre ouvertement l'ordre paternel. Ce fut en cherchant une vieille écharpe dans le grenier, lieu de relégation de ses souvenirs d'enfance et des affaires de sa mère disparue trop tôt, qu'elle tomba dessus. Nichée au fond d'une malle en osier qui embaumait encore le parfum subtil de lavande et de papier jauni, une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, quelques bijoux sans grande valeur, des photos aux couleurs passées, et une enveloppe à son nom, pour ma Juliette. L'écriture était celle de sa mère, Héloïse, cette femme douce et lumineuse dont le souvenir était à la fois un baume et une source de douleur infinie. Son père ne lui avait jamais parlé de cette lettre. Les mains tremblantes, Juliette l'ouvrit. Les mots de sa mère, couchés sur le papier des années auparavant, semblaient avoir été écrits pour cet instant précis, lui insufflant une force qu'elle ne se connaissait pas. Il parlait de courage, de suivre son étoile, même quand le chemin est obscur, de la fierté qu'elle ressentait pour sa sensibilité artistique si unique. Les larmes brouillèrent sa vue. Ce n'était plus seulement pour Camille qu'elle irait. C'était aussi pour elle, Juliette. Pour honorer la mémoire de cette mère qui avait cru en elle. La petite flamme de rébellion s'était transformée en un brasier déterminé. Le jour J approchait, et avec lui, la promesse d'une confrontation, silencieuse ou explosive, avec ce destin qu'on avait voulu lui imposer. Le grand amphithéâtre bourdonnait d'une excitation feutrée. Parents endimanchés, étudiants au bord des larmes ou de l'explosion de joie, professeurs au port solennel. Juliette se glissa le long du mur, cherchant l'ombre et l'anonymat d'une rangée du fond, à moitié cachée par une colonne massive. Son cœur battait une cadence irrégulière contre ses côtes, un mélange d'appréhension et d'une étrange, presque douloureuse, expectative. Elle repéra facilement son père, Marc Rochant, au 3e rang, costume impeccable,
expression impénétrable, assis aux côtés d'une Camille visiblement nerveuse, mais rayonnante dans sa robe bleu pastel. Même de loin, Juliette pouvait sentir la tension émanant de son père, cette aura de contrôle qu'il dégageait en permanence. Elle se fit la plus petite possible, retenant son souffle à chaque fois qu'un regard semblait se diriger vers elle. Les discours s'enchaînèrent, interminables et convenus. Juliette laissa les mots glisser sur elle, son attention entièrement tournée vers sa sœur. Puis vint le moment. Et maintenant, j'ai l'honneur d'appeler mademoiselle Camille Rochant, diplômée avec mention très bien en architecture et design. La voix du doyen résonna, suivie d'une salve d'applaudissements. Camille se leva, gracieuse, un sourire timide flottant sur ses lèvres tandis qu'elle rejoignait l'estrade. Juliette sentit une bouffée de fierté lui serrer la gorge, une fierté pure, non feinte, pour cette sœur qui, malgré tout, restait une part essentielle de sa vie. Après la remise du diplôme et les félicitations d'usage, le professeur référent de Camille, un certain monsieur Bellamy, s'avança vers le pupitre. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard vif et à l'allure bienveillante, connu pour son dévouement envers ses étudiants. Il commença par louer le parcours exceptionnel de Camille, son sérieux, sa créativité. Camille Rochant, dit-il d'une voix claire et posée qui capta l'attention de toute la salle, est une étudiante dont la persévérance et la vision nous ont tous impressionnés. Son projet de fin d'études, une proposition innovante pour la réhabilitation écologique d'anciennes friches industrielles, a non seulement obtenu les félicitations du jury, mais lui a aussi valu une bourse prestigieuse pour poursuivre ses recherches à l'étranger. Le père de Juliette gonfla imperceptiblement le torse. Camille rougissait de plaisir. Monsieur Bellamy marqua une pause, balayant l'assemblée de son regard perçant. Ce que beaucoup ignorent, reprit-il, et ce que Camille elle-même, par modestie ou par loyauté, n'a que trop discrètement mentionné, c'est que ce projet remarquable est le fruit d'une collaboration étroite, d'un dialogue créatif intense avec une autre âme d'artiste, un talent brut qui a œuvré dans l'ombre, apportant une perspective unique et des solutions techniques ingénieuses. Un murmure parcourut la salle. Juliette sentit son sang se glacer. De quoi parlait-il? Son regard croisa celui de monsieur Bellamy, qui sembla la fixer une fraction de seconde. Cette personne, poursuivit l'enseignant, a consacré d'innombrables heures, souvent tard dans la nuit, à aider Camille à affiner ses concepts, à réaliser des maquettes d'une précision époustouflante, à surmonter des blocages techniques complexes. Sans son apport, ce projet n'aurait sans doute pas atteint un tel niveau d'excellence. Aujourd'hui, il est de mon devoir, en tant que témoin de ce dévouement et de ce talent exceptionnel, de lui rendre également hommage. Cette personne, c'est sa sœur, Juliette Rochant. Et là, monsieur Bellamy tendit le bras dans sa direction. Juliette, où que vous soyez dans cette salle, levez-vous, s'il vous plaît. Cet honneur vous revient aussi. Le temps sembla se suspendre. Tous les regards convergèrent vers le fond de la salle, vers cette silhouette pétrifiée près de la colonne. Juliette se sentit rougir violemment, le souffle coupé. Elle n'avait rien prévu de tel lentement, comme en rêve, elle se leva. Le silence était total, si dense qu'on aurait pu l'entendre tomber. Puis, ce fut la déflagration. Son père s'était retourné, le visage décomposé, passant de l'incompréhension à une fureur contenue, puis à une humiliation cuisante alors que les murmures devenaient des chuchotements stupéfaits. Il était livide, la mâchoire serrée à se rompre. Camille, sur l'estrade, fixait Juliette, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, comme si elle la voyait pour la première fois. Une lueur de compréhension, puis de culpabilité, traversa son regard. Juliette, elle, se tenait droite, soudainement investie d'une force nouvelle. Le triomphe qu'elle ressentit fut bref, immédiatement submergé par une vague d'émotions contradictoires. Il y avait la validation, enfin, mais aussi le spectacle de la déchéance publique de son père. Et dans ce moment de chaos intérieur, une pointe de pitié presque insoutenable pour cet homme brisé, exposé devant tous ceux dont il recherchait l'estime. La cérémonie venait de voler en éclats, et avec elle, l'ordre établi de la famille Rochant. Le brouhaha qui suivit la révélation de monsieur Bellamy fut assourdissant. Juliette, le visage en feu, ne demanda pas son reste. Elle se fraya un chemin à travers la foule médusée, ignorant les regards curieux et les chuchotements qui la suivaient comme une traînée de poudre. Elle devait fuir, s'extraire de cette atmosphère suffocante. Dehors,
L'air frais lui cingla le visage, mais ne parvint pas à dissiper le tumulte en elle. Elle entendit son prénom, crié avec une urgence nouvelle. Camille. Sa sœur la rattrapa, essoufflée, les yeux brillants de larmes et d'incompréhension. Juliette, attends. Qu'est-ce que... Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Juliette se retourna, le cœur lourd. Te dire quoi, Camille? Que notre père préférait que je sois invisible? Que ton succès devait être uniquement le tien, sans aucune ombre au tableau? Les mots étaient plus amers qu'elle ne l'aurait voulu. Ce n'est pas ce que je... Je ne savais pas, Juliette. Pas comme ça. Le désarroi sincère dans la voix de sa sœur ébranla un instant ses défenses. Mais la blessure était trop profonde, trop ancienne. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seule. Et elle partit, laissant Camille désemparée sur le parvis. Plus tard dans la soirée, alors que Juliette s'était réfugiée dans son petit atelier clandestin, un espace qu'elle louait sous un faux nom en périphérie de la ville, on frappa doucement à la porte. C'était Camille. Elle avait dû remuer ciel et terre pour la trouver. Papa est dans un état second, il ne parle à personne, annonça-t-elle en entrant, observant avec une curiosité mêlée de respect l'étoile, les sculptures inachevées, tout cet univers secret de sa sœur. Mais ce n'est pas de lui que je veux parler. C'est de toi. De nous. Explique-moi, Ju. Tout. Alors, Juliette parla. Elle raconta les soirées passées à esquisser en cachette les plans de Camille, à chercher des solutions techniques quand sa sœur butait sur un problème, le plaisir étrange qu'elle y trouvait, comme une revanche silencieuse sur le destin. Puis, elle remonta plus loin, à l'incident. Papa avait tout arrangé. Un mariage avec Philippe Desmarais. Tu te souviens de lui? Le fils de son associé. Camille frissonna. Philippe était un homme arrogant et froid. Il disait que c'était pour sauver l'entreprise familiale, qui traversait une mauvaise passe. Que mon refus nous mènerait à la ruine. J'ai dit non. J'avais 19 ans, je rêvais d'entrer aux Beaux-Arts, pas de devenir Madame Desmarais. Il ne me l'a jamais pardonné. Il m'a accusé d'égoïsme, d'avoir détruit notre avenir. La douleur, toujours vive, étranglait sa voix. Camille l'écoutait, atterrée. Mais, l'entreprise ne s'est pas effondrée. Elle a eu des difficultés, oui, mais elle s'est redressée. Papa a toujours dit que c'était grâce à ses propres sacrifices. Un doute commençait à germer dans son esprit. Le lendemain, alors que Juliette tentait de reprendre un semblant de normalité, elle reçut un appel de Monsieur Bellamy. Il souhaitait la voir. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret. L'enseignant avait un air grave. Juliette, je comprends que mon intervention vous ait mise dans une position délicate, mais c'était une question de justice. Votre mère, Héloïse. Juliette tressaillit. Vous l'avez connue, demanda-t-elle, surprise. Oui. Nous étions amis, bien avant qu'elle ne rencontre votre père. Elle m'avait fait promettre de veiller sur vous et Camille si jamais. Il ne termina pas sa phrase. Votre mère aurait été si fière de vous deux. Et elle n'aurait jamais accepté que votre talent soit ainsi étouffé. Quant à l'histoire de l'entreprise soi-disant sauvée par ce mariage. Marc a toujours eu une façon bien à lui de réécrire l'histoire pour qu'elle serve ses desseins. Les difficultés de l'entreprise étaient réelles, mais la solution n'a jamais résidé dans votre sacrifice. Ces mots firent l'effet d'une bombe. Son père lui avait menti sur quelque chose d'aussi fondamental. En sortant du café, encore sous le choc des révélations de Monsieur Bellamy, elle faillit bousculer un jeune homme qui semblait l'attendre. C'était Raphaël, un ami d'enfance de Camille, qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Il avait le même sourire chaleureux, mais son regard avait gagné en maturité. Juliette? Je t'ai vue hier, à la cérémonie. Ce que ton professeur a dit, et ce que tu as fait pour Camille, c'était incroyable. Il y avait une admiration sincère dans sa voix. J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, un ami, un coup de main eh bien, pour ton art, je suis là. Il lui tendit une carte de visite, Raphaël Valois, entrepreneur créatif. Juliette la prit, un faible sourire aux lèvres. La douleur du passé était encore là, lancinante,
mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait poindre une lueur d'espoir. Entre la main tendue par Camille, l'allié inattendu qu'était Monsieur Bellamy, et ce regard bienveillant de Raphaël, un chemin nouveau, incertain mais prometteur, semblait s'ouvrir devant elle. Les jours suivants furent marqués par un rapprochement prudent mais sincère entre Juliette et Camille. Assise dans l'atelier de Juliette, entourée par les couleurs et les formes qui étaient le langage secret de sa sœur aînée, Camille écoutait, posait des questions, cherchant à comprendre ces années de silence et de non-dit. « Je suis tellement désolée, Ju », répétait-elle souvent, une culpabilité sincère dans la voix. « J'ai été aveugle, ou peut-être que je ne voulais pas voir, pour me protéger. Mais c'est fini. Je veux comprendre, et je veux t'aider. » Juliette, touchée par cette loyauté nouvelle, sentait peu à peu la glace autour de son cœur se fondre. « Ce n'est pas ta faute, Camille. Pas entièrement. Nous avons toutes les deux été prises dans ces engrenages. » Ensemble, elles prirent une décision, elles allaient essayer de comprendre qui était vraiment leur père, Marc Rochant, au-delà du tyran domestique. Camille, enhardie par sa nouvelle complicité avec Juliette et les révélations de Monsieur Bellamy, tenta une première approche avec son père. Un soir, au dîner, elle aborda le sujet avec une audace qui la surprit elle-même. « Papa, pourquoi as-tu toujours été si dur avec Juliette? Pourquoi son art te dérangeait-il à ce point? Monsieur Bellamy a dit que maman. » Marc Rochant la coupa net, le visage fermé. Monsieur Bellamy ferait mieux de se mêler de ce qui le regarde. Quant à ta sœur, elle a fait ses choix. N'en parlons plus. La conversation fut brève, tendue, mais Camille n'avait pas baissé les yeux. C'était un début. Un petit caillou dans la chaussure bien cirée de l'autorité paternelle. L'enquête des deux sœurs commença dans le grenier familial, ce même lieu où Juliette avait trouvé la lettre de sa mère. Elles exhumèrent de vieilles malles, des cartons oubliés remplis de souvenirs de la jeunesse de leur père. Au milieu de bulletins scolaires sans relief et de photos de famille compassées, elles découvrirent un carnet à dessin usé, presque caché sous une pile de registres comptables. À l'intérieur, des esquisses au fusain d'une finesse surprenante, des paysages tourmentés, des portraits expressifs, une signature presque illisible, MR. Leur père. Juliette reconnut immédiatement la technique, la sensibilité. C'était indéniable. Plus loin, une lettre froissée de leur grand-père paternel, un homme qu'elles avaient à peine connu, adressée à un Marc adolescent, laisse tomber ses enfantillages artistiques et concentre-toi sur de vraies études. Un Rochant se doit d'avoir une situation, pas de courir après des chimères. Le choc fut immense. Leur père avait été, lui aussi, un artiste contrarié, un rêveur brisé par l'autorité de son propre père. Cette blessure ancienne, jamais refermée, avait sans doute nourri son amertume, sa rigidité, son besoin maladif de tout contrôler, y compris les aspirations de ses propres filles. Pendant ce temps, Raphaël Valois n'avait pas oublié sa promesse. Touché par le talent brut de Juliette et son histoire, il lui proposa une idée un peu folle, organiser une petite exposition de ses œuvres. « J'ai un local inoccupé en ce moment, un ancien magasin que je dois rénover, » expliqua-t-il avec enthousiasme. « On pourrait le transformer en galerie éphémère pour un week-end. Une sorte de happening artistique. Qu'en dis-tu » Juliette hésita. Montrer son travail, son âme, au grand jour la terrifiait autant que cela l'attirait. Mais le soutien indéfectible de Raphaël et l'encouragement de Camille finirent par la convaincre. Ensemble, ils passèrent des jours à préparer l'événement, Raphaël gérant la logistique avec un professionnalisme impressionnant, Juliette sélectionnant ses œuvres avec un soin méticuleux, partagé entre angoisse et excitation. Monsieur Bellamy, informé par Camille, fut l'un des premiers à répondre présent. Il ne vint pas seul. Il était accompagné d'une critique d'art local, une femme réputée pour son œil avisé et son franc-parler. « Votre mère m'a souvent parlé de votre don, Juliette », lui confia Monsieur Bellamy avec un sourire ému en contemplant une sculpture particulièrement expressive. « Elle savait que vous iriez loin si on vous en laissait la chance. Voici quelques contacts, des gens qui pourraient être intéressés par votre travail. » Il lui tendit une petite liste de noms. Le soir du vernissage, l'ancien magasin transformé vibrait d'une énergie nouvelle. Il y avait plus de monde que Juliette ne l'aurait jamais espéré. Ses œuvres, puissantes, colorées, parfois sombres mais toujours vibrantes d'émotion, interpellaient les visiteurs.
En voyant le regard des gens s'attarder sur ses toiles, en entendant les commentaires surpris et admiratifs, Juliette sentit une vague de validation la submerger. Raphaël, à ses côtés, lui adressa un clin d'œil complice. Camille rayonnait. Même si son père n'était pas là, et même si la nouvelle compréhension de son passé n'excusait rien, une étrange paix commençait à s'installer en Juliette. Elle était enfin sur son chemin. Le succès modeste mais significatif de sa petite exposition, l'appui indéfectible de Camille, la bienveillance de Raphaël et les encouragements de Monsieur Bellamy avaient insufflé à Juliette une force nouvelle. La découverte du passé artistique de son père avait également semé en elle un trouble complexe, un mélange de ressentiment et d'une étrange, presque douloureuse, compassion. Elle savait qu'une conversation, une vraie, ne pouvait plus être évitée. Ce ne serait pas une accusation, mais une tentative de percer l'abcès, de comprendre, peut-être même de commencer à guérir. Elle choisit un dimanche après-midi, moment où la maison familiale était généralement calme. Camille était présente, non comme belligérante, mais comme témoin silencieux, soutien moral par sa simple présence dans le salon. Marc Rochon lisait son journal, l'air absent. Juliette prit une profonde inspiration. « Papa, j'aimerais qu'on parle. » « Vraiment. » Il abaissa son journal, un pli d'agacement marquant son front. « Parler de quoi encore, Juliette ? De tes lubies artistiques ? Je croyais que nous avions clos le sujet. » Sa voix était lasse, déjà sur la défensive. « Non, papa. Pas seulement de ça, » répondit Juliette, sa voix étonnamment ferme. « Je veux parler de nous, de toutes ces années. De la douleur que tes interdictions, ton mépris pour ce qui m'anime, ont causé. De ce que j'ai ressenti à la remise de diplôme de Camille, et de ce que Monsieur Bellamy a révélé. J'ai eu une petite exposition, tu sais ? Des gens sont venus. Ils ont aimé ce que je fais. » Un ricanement amer échappa à son père. « Une exposition ? Ne te fais pas d'illusions, Juliette. Ce milieu est impitoyable. Tu cours à ta perte. Je t'ai toujours mise en garde contre l'incident, contre les conséquences de tes choix irréfléchis. » C'était le moment. Juliette échangea un regard avec Camille, qui lui fit un imperceptible signe de tête. « L'incident, comme tu dis, c'était mon refus d'épouser un homme que je n'aimais pas pour, soi-disant, sauver une entreprise. Monsieur Bellamy m'a éclairé sur la véritable situation de l'entreprise à l'époque. Mais ce n'est pas le plus important. » Elle marqua une pause, sortant de son sac le vieux carnet de croquis. Elle le posa sur la table basse entre eux. « Nous avons trouvé ça, Camille et moi, dans le grenier. » Marc Rochon figea. Son regard tomba sur le carnet, et une lueur indéfinissable traversa ses yeux. Une lueur que Juliette n'y avait jamais vue. De la surprise ? De la peur ? De la tristesse ? Il y a de très belles choses dedans, continua doucement Juliette. Des paysages, des portraits. Signé, MR. Nous avons aussi trouvé une lettre de grand-père. Une lettre où il te disait d'arrêter tes enfantillages artistiques. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Le visage de Marc Rochon se crispa. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Il tenta de garder contenance, mais quelque chose en lui cédait. « Vous n'auriez pas dû fouiller dans mes affaires », lâcha-t-il d'une voix sourde. « Papa », intervint Camille, la voix douce mais ferme. « Pourquoi ? Pourquoi nous avoir caché ça ? Pourquoi avoir reproduit avec Juliette ce que tu avais toi-même subi ? » Alors, les digues cédèrent. Marc Rochon, l'homme de fer, le patriarche inflexible, se voûta soudain, comme si un poids invisible l'écrasait. Des larmes, incroyables, silencieuses, se mirent à couler sur ses joues burinées. « Vous ne pouvez pas comprendre, » murmura-t-il, la voix brisée. « Mon père, il m'a détruit. Il a tué le rêve que j'avais. Il disait que c'était pour mon bien, pour m'éviter la misère, la vie de bohème. J'ai dû reprendre l'entreprise, faire des études qui m'ennuyaient à mourir. J'ai obéi. Et j'ai réussi, n'est-ce pas ? J'ai une situation. » Il y avait une ironie déchirante dans ses paroles. « Et Juliette ? » continua-t-il, le regard perdu dans le vague. « Quand j'ai vu qu'elle avait ce don, cette passion. J'ai eu peur. Une peur panique.
Peur qu'elle connaisse la même désillusion, la même précarité que j'associais à cette vie d'artiste. Peur qu'elle échoue, qu'elle souffre. J'ai cru la protéger en étant dure, en la forçant à entrer dans le moule. Je voulais qu'elle ait une vie stable, sûre. J'ai été maladroit, cruel même. Je le vois bien maintenant. J'ai reproduit ce que j'avais détesté. J'ai été un monstre. Il sanglotait ouvertement maintenant, un homme brisé, dépouillé de son armure. Juliette et Camille se regardèrent, bouleversés. Ce n'était plus le tyran qu'elle voyait, mais une âme en peine, prisonnière de ses propres démons, de ses propres échecs. La colère de Juliette s'était dissipée, laissant place à une immense tristesse, à une compassion douloureuse. La pièce était emplie d'une émotion brute, presque insoutenable. Rien n'était résolu, mais tout avait changé. Le mur entre eux venait de s'effondrer, révélant les fondations fragiles et douloureuses de leur histoire familiale. Les semaines qui suivirent la confrontation furent étranges, empreintes d'un silence nouveau dans la maison Rochant. Ce n'était plus le silence lourd et oppressant d'autrefois, mais un silence teinté de gêne, de questions en suspens, et peut-être, d'une infime possibilité de changement. Marc Rochant était plus en retrait que jamais, mais son regard sur Juliette avait perdu de sa dureté. Il y avait parfois une expression indéchiffrable, un mélange de regret et d'une curiosité nouvelle, lorsqu'il la croisait dans un couloir ou la surprenait à esquisser dans son coin. Il ne parlait guère, mais l'atmosphère, lentement, très lentement, commençait à s'alléger. Juliette et Camille, elles, vivaient une sorte de lune de miel fraternelle. Libérées du poids des secrets et des non-dits, elles apprenaient à se redécouvrir. Camille passait de longs moments dans l'atelier de Juliette, fascinée par le processus créatif de sa sœur. Elle l'encourageait, lui parlait des concours artistiques, des bourses, la poussant doucement à croire davantage en son talent. « Tu as tellement de choses à dire, Ju », lui disait-elle souvent, admirative devant une nouvelle toile. « Le monde doit voir ça. » Juliette, de son côté, s'intéressait au projet de Camille, à ses ambitions, lui offrant un regard neuf, parfois décalé, qui stimulait la créativité de sa cadette. Leur complicité, autrefois entravée, s'épanouissait enfin, solide et joyeuse. Forte de ce soutien et de la validation de sa première exposition, Juliette se lança corps et âme dans son article. Elle sentait une urgence nouvelle, une envie de rattraper le temps perdu, d'explorer toutes les facettes de son inspiration. Les émotions brutes des dernières semaines nourrissaient ses créations, leur donnant une profondeur et une intensité nouvelles. Elle commença un projet ambitieux, une série de portraits sculptés, inspirés par les âmes brisées qu'elle avait côtoyées, y compris celles de son père, tentant de capter leur fragilité et leur résilience. Raphaël, toujours présent et enthousiaste, lui proposa de l'aider à trouver des financements, à monter un dossier pour une résidence d'artiste. « Ton talent mérite d'être vu plus grand, Juliette. Et je crois en toi, » lui disait-il, son regard direct et chaleureux ne laissant aucun doute sur sa sincérité. Leur relation évoluait naturellement, passant d'une amitié complice à un sentiment plus tendre et profond. Ils partageaient leurs rêves, leurs doutes, leurs espoirs. Raphaël admirait la force tranquille de Juliette, sa capacité à transformer la douleur en beauté. Juliette, elle, trouvait en Raphaël un ancrage, un soutien indéfectible qui lui donnait des ailes. Leur conversation n'était plus seulement centrée sur l'art de Juliette, elle s'intéressait à ses projets d'entrepreneur créatif, lui apportant souvent des idées originales qui le stimulaient. Il y avait entre eux une évidence, une harmonie qui apaisait le cœur de Juliette. Les soirées passées à refaire le monde dans son atelier ou à se promener main dans la main le long des quais devenaient des moments précieux, des bulles de bonheur simples et pures. Un soir, alors que Juliette travaillait tard sur une sculpture, son père entra timidement dans l'atelier. C'était la première fois qu'il osait y mettre les pieds depuis des années. Il resta un long moment silencieux, observant le travail en cours, les outils, l'atmosphère si particulière du lieu. Juliette retint son souffle, ne sachant à quoi s'attendre. Puis, sans un mot, Marc Rochant s'approcha d'une étagère où Juliette avait déposé son vieux carnet de croquis, celui qu'elle avait trouvé dans le grenier. Il le prit, le feuilleta lentement, puis, toujours en silence, il alla chercher dans sa chambre un autre carnet, plus ancien encore, à la couverture élimée. Il revint vers Juliette et le lui tendit, maladroitement. C'était le mien. Celui d'avant. Sa voix était rauque,
à peine audible. Peut-être qu'il t'inspirera. Juliette prit le carnet, les mains tremblantes. C'était un geste infime, presque dérisoire, mais lourd de sens. Un pont fragile jeté par-dessus des années de silence et d'incompréhension. Une transmission symbolique. Elle leva les yeux vers son père. Il y avait une lueur de vulnérabilité dans son regard, une demande muette de pardon, ou peut-être simplement d'acceptation. Pour la première fois, elle ne vit plus le censeur, mais l'homme, avec ses failles et ses regrets. Elle ne répondit rien, mais un léger sourire effleura ses lèvres. La reconstruction serait longue, sans doute imparfaite, mais un chemin venait de s'ouvrir. Un chemin où l'espoir, enfin, avait sa place. 1 an plus tard. La lumière douce d'une fin d'après-midi de printemps inondait la galerie d'art contemporain où Juliette se tenait, rayonnante. Ce n'était plus le petit local éphémère de ses débuts, mais un espace reconnu, au cœur du quartier des artistes. Ce soir-là, c'était le vernissage de sa 3e exposition personnelle, intitulée « Résilience ». Ses sculptures, puissantes et délicates, témoignages de parcours de vie marqués par l'épreuve et la reconstruction, attiraient déjà les éloges de la critique et l'admiration du public. Juliette avait trouvé sa voix, son style, et une reconnaissance qui dépassait ses rêves les plus fous. Elle n'était plus la jeune femme effacée, bridée par les attentes familiales, mais une artiste affirmée, sereine, maîtresse de son destin. Camille, élégante et visiblement émue, la serra fort dans ses bras. « Je suis si fière de toi, Ju. Maman le serait aussi, tellement. » Leur lien, autrefois si distendu, était devenu une force tranquille, un pilier dans la vie de chacune. Elles avaient appris à se connaître vraiment, à s'épauler sans jugement, partageant les joies comme les peines avec une complicité indestructible. Camille elle-même s'épanouissait dans sa carrière d'architecte, ayant trouvé le courage de poursuivre ses propres aspirations, libérée du poids des attentes paternelles. Raphaël se tenait aux côtés de Juliette, son regard rempli d'amour et d'admiration. Leur relation s'était épanouie, solide et profonde, nourrie par un respect mutuel et des rêves partagés. Ils avaient cofondé une petite structure, l'Atelier des Possibles, qui aidait de jeunes artistes émergents à trouver leur voie, un projet qui tenait particulièrement à cœur à Juliette. Il était son partenaire, son confident, son plus grand admirateur, et elle, sa muse, son inspiration constante. Leur amour était un phare, éclairant leur chemin commun. Alors que la soirée battait son plein, Juliette aperçut une silhouette familière près de l'entrée, hésitante. Marc Rochant. Son père. Il était là. Plus mince, les cheveux un peu plus gris, mais son port était moins rigide, son expression moins sévère. Il y avait une timidité nouvelle dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible autrefois. Il tenait un petit bouquet de fraisias, les fleurs préférées de sa défunte épouse, Héloïse. Lentement, il s'approcha de Juliette, sous le regard discret mais attentif de Camille et Raphaël. « Juliette » commença-t-il d'une voix un peu rauque, en lui tendant les fleurs. « C'est remarquable. Ton travail. Il y a une force, une vérité, que je n'avais pas su voir. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai été un imbécile. Un père aveugle et sourd. Je ne pourrai jamais effacer la douleur que je t'ai causée, mais, je voulais te dire que je suis fière. Fière de la femme et de l'artiste que tu es devenue. Malgré moi, peut-être. » Un faible sourire triste effleura ses lèvres. « Pardonne-moi, si tu le peux un jour. » Les larmes montèrent aux yeux de Juliette. Ce n'était pas une absolution totale, ni un effacement magique des cicatrices du passé. Mais c'était un pas. Un pas immense de la part de cet homme qui avait si longtemps été son bourreau involontaire. Elle prit les fleurs, leur parfum délicat lui rappelant sa mère. « Merci d'être venu, papa. Cela compte beaucoup pour moi. » Elle lui offrit un sourire sincère, un sourire qui ne demandait rien de plus que cet instant de trêve, cette reconnaissance fragile. Il hocha la tête, visiblement ému, puis se mêla discrètement à la foule, observant les œuvres de sa fille avec une attention nouvelle. Plus tard, alors que les derniers invités partaient, Juliette se retrouva seule avec Raphaël devant l'une de ses sculptures majeures, une forme élancée qui semblait s'extraire de la matière brute pour tendre vers la lumière. Elle prit une profonde inspiration, sentant une paix profonde l'envahir. Son parcours avait été semé d'embûches, de douleurs,
mais chaque épreuve l'avait forgée, l'avait menée ici, à cet instant précis. Elle avait surmonté les interdits, les silences, les peurs. Elle avait trouvé l'amour, la reconnaissance, et plus important encore, elle s'était trouvée elle-même. Raphaël passa un bras autour de ses épaules. « Tu as vu le regard de ton père » murmura-t-il. Juliette hocha la tête. « Un long chemin nous attend encore, mais pour la première fois, j'ai l'impression que nous marchons dans la même direction, même si c'est sur des sentiers parallèles. » Elle se tourna vers lui, son regard brillant d'une lumière intérieure. « Et nous, quel est notre prochain horizon ?» Raphaël sourit, l'embrassant tendrement. « Le monde, Juliette. Le monde nous attend. Et tout ce que nous voudrons y peindre ensemble. » Main dans la main, ils contemplèrent l'œuvre, symbole de sa propre transformation. L'éclat qu'on avait voulu lui interdire brillait désormais de mille feux, illuminant un avenir infini de promesses et de couleurs vives. Le silence de la galerie était empli de la douce musique de l'accomplissement et de l'amour partagé. Juliette était enfin libre, entière, prête à accueillir tout ce que la vie lui réservait. L'histoire de Juliette, avec ses ombres et ses éclats, nous murmure une leçon simple mais puissante, loin des discours moralisateurs ennuyeux. Elle nous rappelle que les chemins les plus importants sont souvent ceux que nous traçons nous-mêmes, parfois à contre-courant des attentes, voire des interdits de ceux qui nous sont chers. Au cœur de son parcours, il y a cette petite flamme, la passion. Celle que Juliette a protégée, nourrie en secret, envers et contre tout. C'est un écho à nos propres rêves, ceux que l'on nous décourage parfois de suivre. Sa persévérance nous montre que le talent, sans le courage de l'affirmer, risque de rester une mélodie silencieuse. Oser être soi, même lorsque le monde ou notre propre famille semble nous dire non, est le premier acte d'une libération nécessaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la simple rébellion. Elle explore la complexité des liens humains, surtout familiaux. Le père de Juliette, figure d'autorité oppressive, se révèle être lui-même un homme blessé, prisonnier de ses propres rêves brisés. Cela n'excuse pas la souffrance infligée, mais ouvre une porte vers une compréhension plus nuancée. La confrontation, menée non avec la haine mais avec le désir de vérité, devient alors un outil de catharsis, capable de fissurer les armures les plus épaisses. Parler, écouter, chercher à comprendre les fantômes du passé de l'autre, peut initier une forme de guérison, même si les cicatrices demeurent. Enfin, Juliette nous enseigne la force des alliances. Que ce soit la solidarité retrouvée avec sa sœur Camille, l'amour respectueux et encourageant de Raphaël, ou le soutien inattendu de Monsieur Bellamy, ces liens sont les véritables catalyseurs de son épanouissement. Personne ne se construit seul. S'entourer de ceux qui croient en notre lumière, qui nous offrent un espace pour grandir, est essentiel. Alors, si l'on devait retenir une chose, ce serait peut-être ceci: n'ayez pas peur de protéger votre flamme intérieure, de questionner les murs qui se dressent devant vous, et de chercher la vérité avec courage et compassion. Car c'est souvent dans cet alignement entre qui nous sommes vraiment et ce que nous osons montrer au monde que se trouve la clé d'un horizon lumineux, où l'on peut enfin respirer à plein poumon.